Vous perdez de l'argent chaque hiver sans le savoir, jusqu'à 30% de votre chauffage s'échappe par les murs. Comment stopper ça et rendre votre maison plus efficiente et plus confortable? En 20 questions, on vous dit tout sur l'isolation périphérique avec Florian Brio de Brio Peinture. Bonjour Florian, merci de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui pour parler isolation des bâtiments et techniques au sujet de la peinture. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton expertise au travers de Brio Peinture? Merci à toi pour l'invitation. Nous, on est une structure familiale qui date de 1978, bientôt 50 ans qu'on est là. C'est mon papa qui a fondé l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, la structure est toujours présente. On fait pas mal d'isolation, ça c'est quelque chose qui est sûr. Je fais aussi pas mal de bâtiments classés, monuments historiques, ce genre de choses. Je suis un amoureux du travail bien fait et c'est avec plaisir que je répondrai à tes questions. Merci. Vous êtes combien d'employés aujourd'hui? On est 25, plus le bureau. J'ai la chance d'avoir des apprentis. Façadier comme peintre, mais j'ai aussi des plâtriers, donc on a une chouette équipe. Excellent. Vous êtes sur plusieurs sites aussi? Oui, je suis à Renan, à Maison Mère depuis des années et des années. Je suis à Montreux. J'ai ouvert une succursale il y a quelques années au Diableret et puis j'ai repris un dépôt à Roche il y a 1 année et demie. Très bien, merci. Tu as évoqué le sujet, on va parler isolation des bâtiments, c'est un sujet clé. Quelles sont les principales solutions d'optimisation pour l'efficacité énergétique d'une façade? Alors, on peut poser des panneaux par l'extérieur, ça c'est ce qui se fait le plus standard en règle générale. On isole par l'extérieur sur des bâtiments qui sont pas du neuf, on peut venir avec une isolation par-dessus, qu'on doit fixer mécaniquement. On vient par-dessus avec un treillis et puis ensuite un crépi, et puis on a la liberté de faire un peu tout ce qu'on veut sur cette façade après, pour autant qu'on respecte des normes. On peut aussi isoler avec de la laine, c'est tout un complexe assez compliqué qui nous vient en règle générale de l'architecte, qui nous impose un système où nous, entrepreneurs, on doit quand même réfléchir à ce qu'on pose dessus, mais on est quand même relativement libre pour choisir la finition qu'on veut sur une isolation. Ok, la finition, donc si bien après, par-dessus le panneau. Très bien, merci. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de bien isoler les façades en plus des autres travaux, disons, d'assainissement énergétique d'un immeuble? On va avoir un gain dans tout ce qui est énergie, vous allez voir une facture de chauffage qui diminue, on va aussi rénover cette façade de manière intelligente, c'est ce qu'on cherche actuellement, à minimiser les coûts mais aussi protéger la nature. Donc si on a une façade qui est bien emballée, vous avez des déperditions de chaleur qui sont beaucoup moins élevées, donc on va avoir un gain pour le propriétaire mais aussi pour la nature qu'on doit respecter. Ouais, et c'est quelque chose qui se voit de manière assez évidente quand tu as fini les travaux. Est-ce que c'est du jour au lendemain où la facture diminue par exemple en matière de chauffage? Alors ou c'est quelque chose qui est plutôt visible sur le long terme? Alors c'est quelque chose qui s'amortit sur le long terme, c'est clair, hein. Les travaux ont un coût, donc c'est quelque chose qu'il faut lisser sur le temps. Par contre, c'est vrai qu'au moment où la façade est faite, les fenêtres sont changées, ou par exemple la pose de panneaux solaires, c'est vrai que là on a quelque chose qui a un impact assez direct sur les factures du ménage en fait. Mais sur le temps, il faut amortir avec les travaux, ça prend un peu de temps, mais on s'y retrouve assez rapidement. Merci beaucoup, on va traiter du sujet de l'isolation des façades un peu plus en détail. Comment fonctionne l'isolation thermique par l'extérieur et en quoi est-ce plus efficace qu'une isolation par intérieur? C'est plus efficace par l'extérieur, ça c'est certain, ça dépend toujours de l'épaisseur qu'on met, ça dépend toujours de ce qu'on peut faire. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont une maison qui a 40, 30 ans n'ont pas forcément envie d'avoir des meurtrières à la place des fenêtres. Donc bien sûr qu'il y a une contrainte où il faut isoler le plus épais possible pour qu'on ait un système qui fonctionne, puis on a la contrainte de l'esthétique. Donc on a plein de possibilités pour isoler ça. Le principal, c'est d'éviter les ponts de froid, on améliore l'inertie thermique et puis on préserve l'espace habitable. Si on isole par l'extérieur, on ne mange pas les mètres carrés de l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Quels sont les matériaux principaux utilisés pour isoler les façades? Est-ce que tu peux nous en citer un ou deux exemples? On a polyester expansé, on a de la laine de roche, on a des panneaux en fibre de bois, on peut venir aussi sur des monuments classés par exemple avec un aérogel qui n'est pas toujours toléré, mais c'est quelque chose qui se discute. Donc on a passablement de matériaux possibles pour isoler ces façades. D'accord, donc quand tu parles de monument historique, ça veut dire qu'un monument historique peut éventuellement être aussi isolé par l'extérieur avec des techniques un peu particulières? Ça se discute, ça dépend la classe du bâtiment et puis ça dépend la technique qu'on propose. On a de l'aérogel qui nous permet d'avoir une amélioration
thermique, c'est pas excellent, hein, mais potentiellement que des fois on doit faire en fait une concession pour justement avoir quelque chose amélioré sans forcément être parfait. C'est aussi un peu le jeu sur les vieilles bâtisses. Bien sûr. Et en matière, j'imagine, de procédure avec la commune, les autorités, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites et d'autres pas. Oui, exactement. Puis en plus de ça, on a souvent l'accompagnement des monuments historiques qui viennent, qui nous proposent aussi des solutions, qui ont un impact dans la gestion de projet. Ça veut dire qu'ils ont des choix à faire selon la typologie du bâtiment, la note 1, 2, 3 ou 4. Et puis eux peuvent aussi nous aiguiller par rapport à ça. Mais c'est souvent en fait un jeu où on doit essayer de trouver des compromis pour que le propriétaire soit content tout en respectant le bâtiment. Peut-on isoler toutes les façades ou est-ce qu'il y a des contraintes particulières avec certaines? Alors, c'est exactement dans quoi on était. Ça dépend du type de bâtiment. Il n'y a pas de contrainte on pourrait isoler toutes les bâtisses qu'on a. Simplement, il faut savoir que si on fait une isolation périphérique et on rend un bâtiment étanche avec un changement de fenêtre, il y a des bâtiments qui supportent moins ce genre de choses parce que la personne à l'intérieur de ce logement doit avoir peut-être un changement de comportement. Ça veut dire que si on pose une isolation, on vient étancher ce bâtiment, on peut avoir des problèmes de moisissure, de condensation, ce genre de choses qui sortent à l'intérieur. Donc c'est aussi une prise de conscience pour le propriétaire à peut-être adopter aussi après les bons réflexes pour que le système fonctionne. On peut tout isoler, mais il faut peut-être simplement aussi expliquer ce qu'on attend de la personne qui vit dans le logement une fois que c'est fait pour qu'on n'ait pas de problème. Bien sûr, une utilisation un petit peu différente. Il y a aussi des systèmes avec comment on pourrait dire, des réglettes sur les fenêtres qui s'activent automatiquement dès qu'il y a un certain taux d'humidité. Mais ça n'empêche pas l'aération manuelle des personnes à l'intérieur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on rénove aussi pas mal. Nous, on traite aussi les moisissures à l'intérieur. Puis on voit que sur beaucoup de façades qui ont une isolation périphérique, par exemple des bâtiments en gérance, les gens ont peut-être perdu l'habitude d'aérer parce qu'avant, ça se diffusait en fait. Et puis on peut avoir des contraintes avec de la moisissure. Okay. Est-ce que ces problèmes de moisissure sont issus éventuellement d'une mauvaise pose des matériaux, de l'isolation, ou c'est vraiment, dès le moment où on isole, on doit faire attention à cette... Pas forcément. Dans tous les bâtiments, que ça soit du neuf ou de la rénovation, on aura des faiblesses thermiques. C'est obligatoire, ce qu'on appelle des pans de froid, en fait, entre guillemets. Même un bâtiment 100% isolé a toute manière des faiblesses. Et puis, quand on a l'air chaud de l'intérieur du logement qui va chercher le point le plus froid, ça fait de la condensation, puis à terme des moisissures. Puis ça, on peut le contrer par les grilles de fenêtres que tu as expliqué avant. Et puis aussi, peut-être en rappelant le bon usage de la chose louée, par exemple, pour une régie au locataire qui est à l'intérieur. Et puis, c'est un travail d'équipe, en fait. Nous, on fait de notre mieux dehors, et puis eux doivent nous donner un coup de main à l'intérieur. Ouais. Exactement. Merci pour ta précision. On va regarder l'aspect de la rentabilité et des économies que tu as évoqué tout à l'heure. Quelle est la rentabilité d'une isolation de façade en termes d'économie d'énergie sur le mazout, par exemple? On peut avoir des gains, ça dépend de l'épaisseur, ça dépend le projet, comment est-ce qu'il a été monté, ça dépend ce qu'on attend par rapport à la note qu'on veut de notre maison. L'isolation, c'est un système. Ça veut dire que si on fait juste une isolation de façade et qu'on ne remplace pas les fenêtres, on ne peut pas s'attendre à 30% de gain, c'est pas possible. Si maintenant on est sur un système complet avec peut-être panneaux solaires, une sonde géothermique, et puis une isolation de façade, isolation des combles, là on peut gagner un gain jusqu'à 30%. Mais c'est un système qui est intéressant de pas forcément faire tout en même temps, mais être conscient quand on se lance dans une rénovation thermique, il y a pas mal de points à cocher pour qu'on ait quelque chose qui tienne la route. Ouais, c'est souvent le CECB au départ qui donne un petit peu les variantes possibles et les différents objectifs de notes à atteindre. Effectivement, si quelqu'un veut atteindre la note maximale, il va devoir aussi mettre des moyens plus conséquents pour atteindre ces objectifs-là. C'est aussi la possibilité de se donner une temporalité pour pouvoir rénover la maison et puis de partir sur un système où on décide d'améliorer la thermicité de notre bâtiment et puis on sait que les prochains travaux vont être en lien avec ce qu'on a déjà fait. Il n'y a aucune obligation de tout faire en même temps, c'est quelque chose qui peut être lissé sur des années. Ce qui est juste important, c'est que tout ce qui est fait doit être fait dans les règles de l'art. Et puis, Puis c'est même intéressant de le faire sur plusieurs années pour éventuellement déduire... Alors fiscalement parlant, c'est super intéressant. Encore aujourd'hui, on verra si c'est pas potentiellement en train de changer. Hein. Mais fiscalement c'est super intéressant et puis d'avoir l'opportunité de lisser les coûts quand on a un bâtiment, un petit propriétaire par exemple qui souhaite entretenir son bien, de
pas avoir l'obligation de tout faire en même temps, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait agréable. Pour compléter un petit peu ces budgets de rénovation, est-ce qu'il existe des aides et des subventions liées à ces isolations périphériques? Oui, il existe des aides. En fait, on peut avoir des subventions pour ce genre de choses. Maintenant, je sais que pour obtenir des subventions, ils aiment bien qu'on remplisse certaines normes. Ça veut dire que si on souhaite uniquement, dans la majorité des cas, faire une isolation de façade, ça risque d'être compliqué de demander les subventions. Si maintenant il y a un choix du propriétaire de vraiment faire une amélioration thermique du bâtiment, je sais que là ils aident, mais c'est vrai qu'ils demandent potentiellement de faire les fenêtres. Ils auront quelques contraintes à nous donner, mais c'est vrai qu'ils participent à rendre nos bâtiments le plus propre possible. Quelle est la durée de vie d'une isolation périphérique? Alors, une durée de vie de l'isolation périphérique, ça dépend de tout comment elle est posée puis ce qui a été fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est assez simple. On a un matériel de construction qui est, par exemple, je prends un panneau tout simple, un EPS ou un lambda white. L'EPS c'est sous terre, le lambda white c'est en dessus, par exemple. Et puis, on vient mettre un treillis, une masse, et puis après on fait un crépi. Le rôle d'un crépi aujourd'hui, c'est de protéger le fond. Donc ça veut dire de protéger le treillis, la masse et les panneaux d'isolation. Un crépi, moi j'ai déjà vu des façades ici qui ont 150 ans. Et on a d'ailleurs travaillé dernièrement sur une façade qui a plus de 100 ans. Le crépi était toujours en parfait état. Donc si c'est fait que dans les règles de l'art, on peut avoir des durées de vie qui sont tout à fait agréables, comme une façade qui est faite en dur par un maçon ou ce genre de choses. Merci beaucoup pour ta précision. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. On parle beaucoup des panneaux, de ces fameux panneaux qui sont en matériaux issus de processus pétroliers ou bien de laine. Est-ce qu'il y a éventuellement des peintures qu'on peut appliquer sur les façades existantes ou des matériaux innovants qu'on peut venir directement appliquer par-dessus sans forcément mettre de l'épaisseur classique? Sujet qui fâche. Je sais qu'il existe chez des fournisseurs des peintures isolantes. Sincèrement, j'ai jamais appliqué ça sur une façade parce que soit j'ignore ce sujet-là ou soit je suis peu croyant au niveau de physiquement comment est-ce que ça peut fonctionner. C'est un sujet qu'il faudrait que je puisse plus approfondir, mais de mon retour d'aujourd'hui, j'ai pas d'avis à ce sujet-là. Je pense que c'est très compliqué de remplacer un panneau de 8 cm par un micron de peinture et qu'on ait une propriété thermique qui soit améliorée. Bien sûr. Puis les gens oublient des fois cet aspect, mais des peintures qui vont être très isolantes comme ça, ils vont aussi avoir une perméabilité à l'eau qui va être très forte et à l'humidité éventuellement. Donc si éventuellement le mur ne peut pas respirer, il y a des possibilités que ça cloque et qu'on doit tout refaire. C'est même pas que ça, c'est simplement que sur chaque typologie de bâtiment, il y a des bâtiments qui nous demandent d'appliquer des peintures, si on fait simplement une réfection façade en peinture, des peintures qui laissent respirer. Et puis là, avec ce système, on viendrait poser une peinture isolante qui ferme complètement les fonds. Et à l'avenir, j'ai pas d'avis à ce propos. Ouais. Donc plutôt privilégier des rénovations plus classiques avec des matériaux qui sont éprouvés. On les connaît. Ouais. C'est quelque chose qui a fait son temps, qui a vécu. On a plein de problèmes avec, nous pas, mais nous on fait pas mal d'expertise. Il y a plein de problèmes avec l'isolation périphérique qui peuvent arriver. Des panneaux qui dégazent, ça veut dire qu'ils se rapetissent s'il y a un problème de pose. C'est pas toujours de la faute non plus de l'applicateur. On peut avoir des difficultés avec les matériaux, mais en tant que poseur, aujourd'hui on est quand même bien encadré. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur notre fournisseur qui est là pour nous expliquer aussi si c'est des choses compliquées de comment les poser. Ils ont un recul qui est aussi intéressant à prendre. Nous on peut pas tout connaître, même si c'est notre corps de métier. Donc prendre cette expérience-là, s'appuyer sur quelqu'un qui connaît vraiment bien son produit, puis un poseur qui connaît aussi son produit, c'est à mon avis la clé de la réussite avec des panneaux qu'on connaît par exemple aujourd'hui. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, une façade bien isolée depuis l'intérieur? Est-ce qu'on évite vraiment cet effet de mur froid ou inversement chaud? Est-ce qu'on sent vraiment cette différence à l'intérieur? Prenez une bâtisse de 1980, vous mettez la main sur le mur en hiver, vous allez vraiment avoir cet aspect de fraîcheur. Sur un bâtiment isolé, vous allez avoir un impact différent quand vous allez toucher le mur, avec quelque chose qui sera nettement plus chaud. Ce qui se fait aussi beaucoup maintenant, c'est qu'on vient isoler les dalles de garage avec un autre produit qui n'est pas une isolation périphérique en tant que telle, de la laine ou ce genre de choses. On doit respecter aussi des contraintes feu, donc on doit choisir des matériaux adéquats, mais c'est vrai qu'en isolant depuis dessous et puis depuis le côté, vous avez vraiment une énorme différence. Plus les pieds froids par exemple. Merci. Quels sont les délais moyens pour une réalisation d'une maison ou d'un bâtiment au niveau isolation périphérique? Alors aujourd'hui on a de la chance, les fournisseurs ils arrivent à nous livrer assez rapidement.
Donc quand on a un contrat signé, c'est vrai qu'on peut avoir un départ qui est assez rapide. Nous, on demande toujours sur une construction neuve, par exemple, que les fenêtres soient posées pour qu'on ait vraiment quelque chose de propre. Donc on peut avoir des délais d'attente par rapport aux autres corps de métier. La même chose pour une rénovation s'il y a un changement de fenêtre. Ensuite de ça, la pose, ça dépend le nombre de mètres carrés, mais ça va relativement assez vite. On a le treillis à poser et la masse qui doit sécher 2 semaines. En règle générale, c'est ce que les fournisseurs préconisent. Donc ça, c'est un délai d'attente de 2 semaines sur le chantier une fois que c'est fait. Et après, ça peut être assez rapide. Le crépi, ça va relativement vite. Il faut compter pour un bâtiment moyen, un locatif de 6 logements, il faut compter pour nous, pour notre part de métier, maximum 2 mois de travaux. Excellent. Et est-ce que tu as des contraintes au niveau saisonnalité? Tu privilégies plutôt de faire ça par beau temps ou c'est aucun problème entre l'hiver et l'été? Pas du tout. Une isolation périphérique, ça se fait l'été. Nous, on a des contraintes dans le sens où il ne faudrait pas d'eau. Et puis, en dessous de 5 degrés, je ne travaille plus dehors. Okay. On a des matériaux qui ne sont pas faits pour être appliqués dans le gel. Froid, ouais. Exactement. Donc on a des contraintes à respecter. Tu as évoqué le sujet tout à l'heure des fenêtres. Est-ce que tu as déjà vu sur certains bâtiments des gens qui ont changé les fenêtres sans prévoir ou sans anticiper éventuellement des travaux d'isolation de façade et qui ont finalement dû les rechanger par la suite parce qu'ils n'ont pas prévu un cochonnet, ce qu'on appelle un retour suffisant pour la façade? Est-ce que tu as déjà vu ça sur les chantiers? J'ai déjà eu le cas où des propriétaires avaient changé leurs fenêtres et puis qu'elles ne répondaient plus aux normes actuelles pour demander par exemple des subventions. Donc ils devaient rechanger les fenêtres pour avoir une aide en fait. On peut toujours s'adapter. Nous, c'est vrai que plus on isole dans ces embrasures, mieux c'est. Et malheureusement, des fois, on doit faire la contrainte d'isoler qu'avec du 1 ou 2 cm. C'est quelque chose où, encore une fois, on améliore, on n'est pas parfait, on en est tous conscients, et puis ça nous permet d'aller de l'avant. Okay. Maintenant, si en tant que conseil, si je devais conseiller quelqu'un, je ne forcerais pas la main à un propriétaire de rechanger ses fenêtres, parce qu'on isole, je lui proposerais plutôt une solution alternative pour diminuer les coûts, et puis avoir un système qui fonctionne quand même parfaitement en acceptant quelques faiblesses thermiques. Sur ces embrasures, par exemple. Il ne faut pas laisser de ponts de froid, parce que si on laisse des ponts de froid, on ouvre la porte à la condensation à l'intérieur et des moisissures. Par contre, on peut se permettre de venir isoler un peu plus fin. Il y a une certaine marge de manœuvre assez faible, mais en faisant les choses intelligemment, on y arrive. Excellent. Du coup, on va parler des erreurs à éviter. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois lors d'une isolation de façade? C'est difficile de me poser la question à moi parce que j'ai la chance que mon papa est plus actif dans la société, mais il fait beaucoup d'expertise aux tribunaux. Donc je le suis beaucoup, pas que pour l'isolation périphérique, mais on voit beaucoup de choses et puis il y a beaucoup de choses qui font sourire pour nous parce que ça nous paraît tellement évident, mais c'est tellement difficile à absorber par un propriétaire. Et on voit sincèrement de tout. L'important aujourd'hui, c'est toujours de... Moi, quand je fais une façade, je prends systématiquement le fournisseur avec moi. Il y a des normes aujourd'hui, SIA, mais ceux qui nous dictent vraiment la marche à suivre et qu'on doit écouter, c'est le fournisseur. Donc, je pense que si on a le bon fournisseur derrière, qui nous donne la bonne marche à suivre par façade, on a peu de chances de se planter. Un architecte nous fait une soumission, par exemple, qu'on remplit, c'est à nous, entrepreneurs ou applicateurs, de chercher les bonnes solutions pour que ça fonctionne. C'est pas simplement remplir une liste de prix. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit comme problème, c'est des panneaux qui sont pas croisés correctement, c'est une masse d'enrobage trop fine, c'est un treillis qui est placé dans le mauvais tiers de la masse d'enrobage, c'est un crépi qui a été fait dans des températures qui sont pas acceptables, donc qui perlent en fait, c'est des fissures qui sortent sur les joints parce que ça a été des panneaux qui ont été mal collés. Récemment, on a vu aussi une façade en rénovation où c'était simplement des panneaux collés alors qu'ils doivent être fixés mécaniquement. Il y a beaucoup on peut se tromper en fait. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer réellement. C'est bien d'avoir confiance en une entreprise, mais je pense que s'il y a un fournisseur derrière, c'est aussi un gage de sécurité. Et est-ce que tu as l'habitude de travailler avec des ingénieurs qui sont des thermiciens, par exemple, qui travaillent aussi sur l'aspect thermique du bâtiment et qui établissent des rapports assez précis pour planifier les travaux? Tout à fait. Alors, il y a 2 solutions. Soit c'est un architecte qui nous approche et puis là, merci, mais il a déjà fait, en règle générale, tout le travail en amont. Et puis, quand c'est plus du privé, c'est vrai qu'on arrive en tant
On n'est pas là que pour vendre un système d'isolation, on est aussi là pour le conseiller. Et c'est vrai que moi, c'est des choses que j'ignore. Hein. Je connais mon métier et quelques notions aux alentours, mais je pense que chacun connaît son métier et on doit s'appuyer sur chaque personne qui a une spécificité. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien retourner mes clients, par exemple, vers quelqu'un qui peut nous faire un rapport, qui peut nous proposer aussi peut-être une solution différente. Au lieu de privilégier une isolation périphérique, qui peut nous proposer peut-être en premier lieu d'isoler les plafonds des garages pour essayer de juger, de voir comment ça se passe. Il faut avoir une approche, je pense, oui, il faut faire les choses, mais il faut aussi préserver le budget et essayer de rentrer en tout cas dans le budget que les gens souhaitent investir. Ouais, c'est toujours aussi une grosse contrainte, surtout pour des gros travaux comme ça. C'est l'aspect budgétaire. Comment est-ce qu'on évite les arnaques et comment est-ce qu'on choisit une entreprise fiable pour ces travaux? J'ai déjà donné quand même pas mal de clés. Hein. Je pense qu'il y a des très bonnes boîtes, honnêtement. Et puis, on était dans une conjoncture où les gens, il y a quelques années, cherchaient le plus vite fait, le moins cher possible, et on voit qu'aujourd'hui, ça commence à tourner. Les gens en ont marre de refaire leur façade tous les 10 ans, ou tous les 5 ans, pardon. 10 ans, c'est déjà beaucoup pour certaines choses qui ont été faites. Mais, donc, chercher la qualité, c'est important. Le prix, c'est une chose. Hein. Ouais. Mais si vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous donne un devis où il y a 50% de différence, il faut peut-être se poser la question, demander un troisième avis, une troisième offre, s'adresser aux fournisseurs aussi, qui peuvent vous donner des adresses avec qui ils travaillent et ils ont l'expérience, où c'est sérieux. Et puis c'est beaucoup le premier contact qui fait. Du coup, pour identifier une entreprise qui est fiable, est-ce que vous avez des faîtières ou des associations où vous êtes affiliés, où vous engagez à respecter certaines normes, etc., pour avoir un gage de qualité ou une maîtrise fédérale, par exemple, dans votre branche? Bien sûr, on a la Fédération Vaudoise des entrepreneurs. Après, c'est quelque chose sous cotisation qui est assez facile à rentrer, qui n'est pas forcément un gage de qualité. C'est assez compliqué en tant que particulier parce qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir 5 étoiles sur Google et puis le travail ne suivra pas. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ce qui paye beaucoup et ce qui donne un gage de sécurité, c'est l'expérience, c'est les années qu'on est là. C'est aussi le premier contact où on va voir quelqu'un qui a l'air d'être sûr de lui, qui connaît le domaine, quelqu'un aussi qui se renseigne, qui fait des mails, où on a une trace écrite vers les fournisseurs, ce genre de choses. Je pense que ça vaut la peine de demander plusieurs offres, mais c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un gage de qualité 100% sur le choix d'une entreprise. Merci pour cette précision très éclairée. Il y a beaucoup de propriétaires qui se posent la question de cette isolation périphérique par peur de dénaturer un petit peu l'immeuble. Est-ce qu'il est possible d'isoler une façade sans modifier drastiquement, on va dire, l'esthétique du bâtiment? Il existe plusieurs solutions. Ça veut dire que si on vient rajouter une épaisseur, en règle générale, on vient noyer les embrasures à l'intérieur. On peut faire ressortir ces embrasures avec d'autres matériaux qu'on vient fixer dessus et puis recréer exactement les mêmes embrasures. Ça, c'est une possibilité. On peut venir mettre un produit plus fin si on ne cherche pas le 100%. Après, on a quand même des normes à respecter. On peut rechoisir un crépi qui était à l'identique d'avant. L'aspect... on est quand même assez relativement libre pour pouvoir retrouver quelque chose qui ressemble à l'origine. Ça coûte bien entendu un peu plus d'argent de reproduire des embrasures à l'ancienne. Si on peut même les faire déceler suivant sur quel bâtiment on traite, puis les faire refixer après. Il y a plein de possibilités. On n'est pas forcément obligé de repartir sur une façade carrée, isolée et puis très ostentatoire comme ça, très standard. On a d'autres solutions pour garder un esthétique agréable. Merci. On va traiter d'un focus spécial sur la réglementation et le financement. Quelles sont les obligations légales en Suisse concernant l'isolation des bâtiments existants? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des nouvelles normes énergétiques qui arrivent. On est quand même relativement encouragé à améliorer les bâtiments de façon drastique aujourd'hui afin de préserver la planète. On va être gentiment obligé de rénover nos bâtiments de manière intelligente à l'avenir, en fait. On va y arriver. Ouais, c'est un trend un peu politique général où on tangue à assainir ces bâtiments énergivores. Heureusement, il y a des subventions pour ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques valeurs ou quelques références de subventions au mètre carré pour ces isolations périphériques?
Alors, je sais qu'il y a des primes énergie, je sais qu'il y a des subventions cantonales, on a les facilités fiscales qu'on a vues avant puisqu'on peut déduire. Maintenant, dans ce que je sais par rapport à cet aspect-là, qui n'est pas du tout quelque chose que je traite, donc moi j'encourage à aller chercher des subventions aux propriétaires, mais c'est pas moi qui peux traiter cette demande-là. Je sais qu'il n'y a pas forcément de barème, tout dépend de ce qui est fait, mais par contre ça peut être des aides qui sont relativement intéressantes. Le propriétaire va toujours payer quelque chose puisque c'est son bâtiment qui rénove et puis c'est son patrimoine, mais par contre d'avoir une aide là-dessus pour faire les choses correctement, c'est toujours hyper agréable. Ça encourage finalement à faire les travaux parce qu'on se dit que c'est pas que de notre porte-monnaie qu'on va devoir casquer pour ces. Mais c'est aussi l'objectif du canton de favoriser ça justement pour aller dans la direction que. Et du reste, la nouvelle loi sur l'énergie, en partie, traite d'un renforcement de ces mesures-là. Donc, effectivement, est-ce qu'il y aura plus de subventions? Tout dépend maintenant de la quantité de bâtiments qu'il faudra assainir parce que ça, ce serait aussi un gros défi, pas seulement sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect des mandataires et des entreprises qui vont pouvoir exécuter ça. Mais c'est quand même un problème, entre guillemets, qui est pris très au sérieux. Vous regardez dans les régies, dans les gérances, ils ont créé des départements de rénovation énergétique. Donc c'est quelque chose qu'il y a déjà eu une prise de conscience par rapport à ça. Et puis d'anticiper, c'est bien. Par exemple, aujourd'hui, pour le chauffage électrique, et on sait que quelque chose va passer d'ici peu, il y aura des exceptions comme pour tout bâtiment, mais on sait qu'il y a des choses qu'on veut et d'autres qu'on ne veut plus, et puis il va falloir se mettre gentiment à la page. On a 3 questions bonus qu'on va regarder avec toi, surtout sur l'avenir de l'isolation de ces façades. Quelles sont les nouvelles technologies en matière d'isolation de peinture éventuellement thermique ou de matériaux innovants qui arrivent sur le marché? Alors, on cherche maintenant, nous, aujourd'hui, à proposer l'isolation la plus fine possible avec la plus grande efficience, exactement. Je pense qu'ils vont tous travailler très fort pour réussir à nous trouver ça. On a typiquement ces enduits aérogels qu'on peut venir maintenant appliquer où on n'a pas un rendu thermique qui est extraordinaire, mais on a une nette amélioration. Je pense que l'objectif pour moi, ce ne serait pas de changer forcément le panneau, mais ce serait de lui donner une propriété plus importante sur une taille réduite. Ce qui éviterait des coûts, par exemple, pour recréer ces embrasures ou ce genre de choses. Ou éviter les meurtrières, comme tu l'as finalement dit au départ. Est-ce qu'on peut envisager des façades qui sont auto-nettoyantes, voire intelligentes ou connectées d'une certaine manière, qui réagissent à de la température, à de l'humidité, à différentes contraintes extérieures? Alors, on a déjà en fait des produits qui nous permettent que la façade se nettoie. Faut savoir qu'aujourd'hui, une isolation périphérique, par exemple, c'est le panneau, le crépi, par-dessus, entre guillemets, et puis nous, on propose une peinture par-dessus, qui n'est pas une peinture isolante, qui est une peinture de protection. Une peinture minérale, par exemple, qui a un pouvoir autolavant, et puis qui nous permettra que ce bâtiment dure plus longtemps dans le temps, et ça protège. Donc on a déjà des systèmes où, en appliquant une peinture par-dessus, on arrive vraiment à avoir quelque chose qui coule à la place que ça reste. C'est aussi très important de voir la typologie du quartier, parce que, par exemple, où on a beaucoup de verdure, on a de l'eau, ou ce genre de choses, ça devrait être obligatoire d'appliquer une peinture avec un fongicide à l'intérieur, ça ne l'est pas, mais c'est vivement conseillé pour pas qu'on ait ces spores qui ressortent en façade. Ouais, ces faces noires un petit peu qui deviennent un peu sombres. Donc on a déjà plein de techniques pour protéger ce crépi, et puis pour la petite anecdote, en Suisse allemande, il n'y a plus une seule façade qui sort de terre sans avoir une peinture sur le crépi. Puis je pense que c'est... Qui est antifongique. Exactement, je pense que c'est la bonne solution. C'est un système, en fait. Ouais. Et c'est toujours une contrainte qui est liée au coût. Une peinture comme ça sera plus chère au mètre carré qu'une peinture un peu classique. Mais il ne faut pas oublier que là-dessus, vous avez déjà les échafaudages. Il y a déjà tout qui est prêt, donc peut-être que je pense que l'entrepreneur peut jouer le jeu et puis faciliter un peu cette prestation-là, mais je pense que c'est vivement conseillé. Oui, c'est une petite partie finalement de l'ensemble du travaux, c'est la touche finale, la cerise sur le gâteau. C'est là où on peut aussi nous jouer le jeu et puis être un peu plus souple pour essayer de faire le système parfait en fait pour notre client. Merci. Si tu avais un seul conseil à donner à un propriétaire qui hésite encore à isoler son bâtiment, tu lui dirais quoi? De bien se renseigner, demander un CECB,
Et puis, si tout est bon, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la temporalité. Et je l'encourage vivement à isoler son bâtiment, mais je l'encourage aussi à faire les choses intelligemment. Ça veut dire à regarder s'il n'y a pas besoin d'avoir un changement de fenêtre, à contrôler s'il faut isoler la toiture ou ce genre de choses, pour que sur une durée de temps, il puisse vraiment avoir un système où qu'il soit content, puis surtout qu'il voie une amélioration sur ses factures. Florian, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter de ton job, un truc fou qui t'est arrivé avec un client ou sur un chantier? Fou, je sais pas, mais ça, je me rappellerai toujours. J'ai un client qui m'appelle un peu au secours, en fait, entre guillemets, qui a été amené chez nous pour avoir un conseil de base. Et puis, ce monsieur m'a fait venir chez lui, je regarde sa façade, il souhaitait isoler son bâtiment, puis il avait déjà une soumission qui était toute prête, remplie, pour isoler son bâtiment. Et puis, ça m'a paru extrêmement bizarre, parce que je me dis, on va pas reposer une isolation par-dessus une autre. À mon avis, un petit sondage, on regarde ce qu'il y a dessous, on compare ce qu'il souhaitait par rapport au CECB. C'est un monsieur qui a été mal conseillé parce qu'il n'avait même pas demandé de CECB, donc il ne savait pas ce qu'il avait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà l'isolation qu'il fallait. Et puis ce monsieur, à la place d'investir beaucoup d'argent pour rien du tout, a simplement pu mettre un coup de peinture pour entretenir sa façade plutôt que reposer une isolation qui était déjà faite dans les règles de l'art dessous. Incroyable, donc quelqu'un lui a proposé sciemment de recoller des panneaux par-dessus des panneaux. Ce qui est assez drôle, c'est ce qu'on s'est posé avec ce monsieur qui est devenu mon ami par après, parce que ça lui a enlevé une belle épine du pied. On s'est posé la question s'il allait vraiment enlever quelque chose, s'il allait vraiment rajouter quelque chose, puisque tout était déjà fait dessous. Incroyable, ouais. Effectivement. Ici, il faut toquer contre la façade, voir si ça sonne creux. Mais quand t'es quelqu'un de lambda qui n'est pas ton métier, t'en as aucune idée. Bien sûr. Petit coup de cutter, on a vu, c'était réglé. Ouais, et puis suivant sur quelle entreprise tu tombes, qui est peu scrupuleuse et puis qui veut se faire des sous sur ton dos, ça pas grand chose à faire. Ouais, ça peut aller vite. Merci beaucoup pour cette anecdote. Merci à toi. Florian, tu m'as dit que tu as repris la boîte à ton papa qui a déjà plusieurs années. Comment ça se passe quand on reprend une boîte à quelqu'un, que ce soit la famille, un ami? Comment ça s'est passé pour toi? Beaucoup de courage, il faut. Non, c'est une super expérience, surtout que c'était familial, ça a toujours été ce que je voulais faire. Quand j'ai repris, on était 6, aujourd'hui on est 30, je pense que tu vois la différence entre le début et puis maintenant. C'est une rigueur de travail en fait, c'est super chouette, c'est des collaborateurs qui sont fidèles, c'est aussi des défis, c'est pas de vacances. À l'époque, mes amis me disaient « Ah, maintenant, t'as une entreprise, tu vas être tout le temps en vacances. » Ben, je peux te dire que, comme je suis fatigué, là, j'ai pas pris de vacances depuis un petit moment. T'as quelques valises, là, sous les yeux. Non, c'est une super expérience de vie. Après, ça demande beaucoup. Et puis, il faut faire. Il faut toujours être honnête, en fait, avec les gens. Il faut dire quand on peut pas. Si on prend un engagement, il faut aller au bout. Mon papa m'a toujours dit, tu peux faire ce que tu veux. Simplement, si tu dis oui, tu vas au bout, tu respectes les prix, et tu respectes les délais, et les choses vont bien aller. Ouais. C'est des maîtres mots qui sont réellement... Ouais, c'est noble comme valeur. Tu m'as dit que vous avez passé à 30. Vous avez des jeunes, vous formez des jeunes dans la boîte? On a des apprentis, on est au 42e, sauf erreur de tête, d'apprentis. Alors, c'est pas moi qui les ai tous faits, je suis trop jeune. Hein. Mais on a toujours eu des apprentis, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. On a des jeunes qui arrivent avec leur sacoche, là, un peu compliquées, qui ont de la peine à l'école, et ce genre de choses. Puis, progressivement, on les amène sur une phase montante où nous, en interne, on leur donne aussi des cours s'ils ont besoin, ce genre de choses. Et puis, on voit vraiment que le jeune, il se forme. Le jeune ou la jeune d'ailleurs, il se forme, il prend confiance, puis à la fin de son papier, peut-être qu'il prend son appartement avec sa copine, il a un métier, et nous on aime bien les garder. Donc mon expansion fait aussi que les jeunes qu'on a formés avec la pâte Brio, on souhaite les garder. Excellent, excellent. C'est vraiment un mythe de dire qu'aujourd'hui les jeunes c'est plus compliqué au niveau formation, au niveau engagement. Est-ce que tu as de la peine à recruter dans le bâtiment de manière générale? Ça c'est une phrase de vieux ça. Ouais, les jeunes c'était mieux avant, c'est pas vrai du tout. Les jeunes, ils sont excellents aujourd'hui, c'est juste qu'il faut leur donner une structure où ils ont envie de bosser. Faut les respecter, ces jeunes, ils sont pas là pour venir penser toute la journée à faire rien du tout. Nous, on a une responsabilité, on doit leur apprendre un métier, en fait, on leur donne des clés pour la vie. Donc les jeunes d'aujourd'hui, c'est les mêmes qu'il y a 30 ans en arrière, c'est simplement que peut-être ce qui change, c'est les patrons d'aujourd'hui aux patrons de l'époque, en fait. Heureusement, peut-être. Peut-être, heureusement. Florian,
Merci beaucoup pour toutes tes réponses, c'était très intéressant. On a fait le tour de ces détails au niveau des façades. Merci pour ton expertise et au plaisir de te retrouver très, très prochainement. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Vous voulez réduire vos factures et améliorer le confort de votre maison? Le meilleur moment pour isoler, c'est maintenant. Demandez des devis dès aujourd'hui et profitez des meilleures opportunités. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming audio. À bientôt.